Former des jeunes footballeurs à la fois sur le plan purement sportif mais aussi scolaire, c'est la mission du CERFA, Centre Élite des régions françaises d'Amérique. Une structure qui rassemble des jeunes de Guadeloupe, Guyane et Martinique dans un centre de formation. Objectif, accompagner des jeunes joueurs vers le haut niveau comme une passerelle vers les clubs professionnels de l'Hexagone. Depuis lundi, son directeur est en Guyane. Roland Seu, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour faire le bilan, on va dire, de ces quelques jours que vous avez passés en Guyane puisque vous repartez aujourd'hui. La raison déjà de ce déplacement, je crois qu'il y a eu des rencontres avec les présidents, les éducateurs des clubs, il y a eu aussi des sessions d'observation de jeunes joueurs. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de venir vraiment s'immerger sur les territoires qui alimentent le CERFA, de mieux comprendre le fonctionnement, l'organisation, les processus qui mènent à ce que les jeunes puissent progresser ici sur le plan local. Parfois discuter et amener un regard extérieur sur ce qui est en train de se faire sur la Guyane, de manière à toujours améliorer le dispositif. Et puis, je suis rattaché à la fédération et ici, en local, nous avons aussi des cadres techniques de la fédération. Donc c'est important qu'on ait des échanges entre nous pour pouvoir un peu croiser nos regards sur les garçons. Le CERFA, en quelques mots, Roland, c'est quoi exactement et surtout, comment est-ce que ça marche et à quoi ça ressemble ? Alors le CERFA, c'est une idée toute nouvelle. On est dans la 5e promotion. La fédération a imaginé ce dispositif pour répondre à un vrai manque. Les territoires d'outre-mer fonctionnent de la meilleure façon possible, avec l'éloignement que l'on sait par rapport à la métropole. Et il manquait un dispositif dans la formation des jeunes, c'était le dispositif après la préformation. Voilà, la formation à la française est en gros à 2 étages. Un étage préformation, c'est-à-dire jusqu'au U15, où en gros les clubs travaillent, font du mieux possible. Les collègues cadres techniques organisent des rassemblements, des sélections de jeunes U14, U15. Il y a un interligue, les jeunes U15 sont exposés en métropole sur les interligues, et ensuite les clubs professionnels prennent le relais entre 16 et 18 ans pour l'étape de la formation. Cette étape-là n'existe nulle part ailleurs dans tous les territoires d'outre-mer. Pour quelle raison ça n'existe pas ? Alors, ça n'existait pas tout simplement parce que le relais est pris par les clubs. Le relais est pris par les clubs professionnels qui ont des agréments du ministère pour ça. Et le fait est qu'il n'y ait pas de club professionnel nulle part en Outre-mer. Donc, il n'y avait pas ce dispositif qui permettait aux jeunes de continuer leur formation sur leurs années U16, U17 et U18. Et donc, pour répondre à ce manque-là, le CERFA a été créé avec l'idée d'être un centre de formation absolument identique à un centre de formation en France, à savoir avec un cahier des charges à respecter, qui ait les mêmes exigences de formation. À la différence que les jeunes en France, quand ils sont en centre de formation, ils matchent le week-end dans les championnats nationaux 17 ans et nationaux 19 ans. Et ça, cette donnée-là est pas possible. Donc, il a fallu aussi imaginer... Oui, adapter un petit peu finalement le dispositif. C'est ça. Donc, si je reprends le cahier des charges, le niveau d'encadrement est le même, à savoir que je suis titulaire du formateur, ce qui est le cas des collègues directeurs de centre de formation. L'adjoint est également diplômé dans sa formation. Le collègue coach des gardiens de but également. On doit avoir un préparateur physique, on doit avoir un observateur vidéo qui fait des analyses de match, et puis il y a tout un dispositif médical pour l'accompagnement des jeunes. On s'entraîne 5 fois par semaine et les jeunes sont suivis médicalement le lundi, le mercredi, vendredi par un doc, tous les jours par le kiné, un podologue 1 fois par semaine et depuis cette année une psychologue qui accompagne individuellement ou collectivement nos garçons. Oui, finalement pour accompagner en fait tous ces jeunes et les mettre dans un bain qui ressemble à celui qu'ils vont connaître s'ils arrivent à devenir professionnels. Exactement, alors à la fois pour les préparer à ce qui peut se passer pour eux pour la suite et en même temps parce que c'est nécessaire. On peut pas faire du sport 5 fois par semaine à haute intensité à un haut degré sans avoir le suivi médical qui va avec. Il y aurait un problème dans le suivi de la même manière sur le plan psychologique. On a des jeunes qui sont subis à une forme de pression parce qu'il y a quelque part l'exigence du haut niveau. Il y a pour certains l'éloignement familial puisque le CERFA regroupe les jeunes guadeloupéens qui ont cette chance, c'est d'être chez eux, les Martiniquais, les jeunes Guyanais et depuis cette année, les jeunes Saint-Martinois. Et il faut gérer
l'absence de la famille et la formation à distance sur des périodes en gros de 6 à 7 semaines puisque les jeunes rentrent chez eux à chaque petite vacances scolaires. En moyenne, combien de temps reste un jeune avec vous au centre de formation ? Alors la session de formation c'est 3 ans, on rentre chez nous en U16 et on quitte le CERFA en U18, donc on rentre en seconde et on est en terminale quand on part, puisqu'il faut aussi tout le temps coller le projet sportif et le projet scolaire. On est bien d'accord avec les familles et les enfants qu'on va mener ce double projet et on part quand c'est le moment. Il y a pas de bonne règle, ça fait 5 ans que le CERFA existe, on est dans la 5e promotion, 12 jeunes joueurs ont rejoint la métropole pour les centres de formation et j'ai les 3 exemples. J'ai des exemples de garçons partis à l'issue de la première année, c'est-à-dire à la fin des U16. Là, en général, ce sont des clubs qui, dans leur effectif, ont un manque sur tel ou tel poste. Et à ce moment-là, le CERFA peut leur permettre de trouver leur bonheur dans un garçon qui a les qualités requises. En général, c'était après la terminale, c'est-à-dire que les clubs passe un espèce de deal avec nous, laisse le garçon sur place 3 ans parce que justement on a ce cahier des charges qui permet aux jeunes de pas prendre de retard, parce que l'important c'est surtout de continuer à avancer et performer sans prendre du retard au moment où on sera appelé, parce que si l'écart se creuse entre U15 et U18 sans travailler, l'écart avec les jeunes de la métropole devient monstrueux. Ouais. Et donc à ce moment-là il n'y a plus aucune passerelle possible, donc on peut partir après la terminale. Et puis pour cette année, pour la première année, j'ai un jeune qui est parti 15 jours après notre match de Gambardella. On a eu le bonheur de jouer le 9 ou 10 décembre en Gambardella en métropole cette année. 15 jours après, j'ai un jeune qui s'est engagé au 1er janvier pour le FC Lorient. Donc ça va vraiment dépendre des jeunes, de leur développement, leur maturité Oui. aussi finalement, qui va être évolutive en fonction des jeunes. En fait, il faut 2 rendez-vous. Il faut le besoin du club et il faut le jeune qui est prêt au poste et au bon moment. Voilà. Vous avez, je crois, une trentaine de jeunes garçons finalement avec vous. C'est quoi la part de Guyanais ? On est sur 36 jeunes, en gros 12 secondes, 12 premières, 12 terminales, ça c'est la règle, et puis il y a quelques nuances parfois. Le gros de la cohorte est fourni par la Guadeloupe et la Martinique, mais c'est aussi lié à leurs effectifs. La Guyane fournit régulièrement des effectifs. En 5 ans, on a eu 10 jeunes Guyanais qui sont passés par les rangs du CERFA. Et puis pour la toute première année, je le redis, on a eu un jeune Saint-Martinois. Et à quel point, là, d'après ce que vous avez pu voir et observer depuis lundi, même si évidemment c'est pas la première fois que vous venez en Guyane, à quel point le vivier guyanais il est riche et prometteur à ce niveau-là. Il y a beaucoup de jeunes que vous avez repérés. Ouais, il est vraiment très riche. Alors je dirais au même titre que le Martinique et Guadeloupe, il faut pas les mettre en concurrence. Il faut se dire que dans cet arc antillais guyanais, il y a vraiment un vivier, un potentiel énorme, avec des qualités très particulières, des qualités de vitesse et de puissance qui sont assez extraordinaires. On a à la fédération un certain nombre de dispositifs pour tester les jeunes sur la dimension athlétique, notamment en vitesse, vivacité. Et force est de constater que chez moi, je constate que les tests que l'on fait au CERFA sont, on est très très bien placé en termes de performance. Et ici, les collègues de la SES qui font leurs tests avec leurs jeunes me montrent également des chiffres très intéressants. Alors ça suffit pas de courir vite pour avancer dans le foot, mais justement on apporte au club de métropole parfois des profils différents ou des profils complémentaires dans leurs effectifs, et c'est ça qui peut être recherché. Voilà. Vous, oui, parce que voilà, ce qu'il faut quand même repréciser un petit peu pour tout le monde, c'est que là, vous êtes venu notamment pour observer les U15 et recruter en fait vos futurs élèves qui pourront ensuite éventuellement rejoindre vos effectifs. C'est ça. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'on rentre toujours en seconde chez nous et en même temps il y a un mais, il y a un bémol, puisqu'on a des jeunes qui partent en formation. Je viens de vous parler du jeune U17 qui est parti à Lorient. Oui. Je sais que je vais avoir une place à prendre en U17 pour l'année prochaine, comme j'ai parfois des places à prendre en U18. Donc le gros de la cohorte rentre en seconde, donc ce sont nos U16. Donc effectivement, moi il faut qu'à N-1, j'ai un œil aiguisé sur les U15. Voilà, de manière à voir comment se comportent ces jeunes-là, quelle est leur marge de progression et comment ils évoluent. Et l'important, c'est qu'ils soient déjà dans des structures qui leur aient donné les bonnes habitudes de l'entraînement. Et donc ici, en Guyane, comme sur le territoire martiniquais également, les jeunes ont la chance de bénéficier de plusieurs sections sportives, dont une qui est ce qu'on appelle la SES, la section d'excellence sportive, et qui regroupe déjà les bons joueurs de la Guyane. Roland, ou une partie des bons joueurs de la Guyane. C'est difficile, comment dire, d'arriver à repérer un jeune. On parle quand même de
de garçons qui sont encore des enfants malgré tout. Comment est-ce que vous faites pour vous dire, ok, celui-là, on pense qu'il a vraiment les qualités requises pour nous rejoindre? Alors c'est extrêmement difficile, d'où l'idée de pas juger seul un garçon. Voilà, c'est pas possible. Je peux pas arriver en 3 jours et dire c'est celui-ci qui va aller au bout et c'est celui-ci que je prends. Il faut bien évidemment d'abord s'immerger dans la structure que l'on vient visiter et prendre attache auprès des gens qui suivent ces jeunes au quotidien, parce que le suivi longitudinal est tout aussi important que le regard de l'expert, entre guillemets, qui va essayer de déterminer le potentiel du jeune. Il faut absolument croiser les deux. Et encore une fois, je le dis ici, on va se tromper. Voilà, il faut avoir l'honnêteté de dire on va se tromper, parce que on va peut-être être séduit sur une aisance technique, une forme d'habileté du moment, qui en fait dans l'adversité ou sur la durée va se trouver comme un plafond de verre qui va pas pouvoir aller beaucoup plus haut ou exploser. Et à l'inverse, on a des jeunes plutôt laborieux, plutôt un peu travailleurs, qui ont des qualités modestes ou moyennes à 14 et 15 ans et qui ont une vraie progression et qui leur permet justement à 17-18 ans de montrer le nez. Tout le monde aujourd'hui en France s'accorde pour dire on va vers des recrutements de plus en plus précoces, en tout cas du pré-recrutement, où à U10, U11 en métropole, les clubs commencent un petit peu à se fixer sur quelques joueurs. Ça a vraiment du sens de faire ça si jeune? Non, justement, mais alors ça c'est la réalité, parce qu'il faut rater personne et parce qu'il faut voir les gens. Mais au fond du fond, on sait que le recrutement tardif est souvent le plus efficace. Voilà, c'est-à-dire que on réduit la marge d'erreur, c'est-à-dire que recruter un jeune à 10 ans, 11 ans, bien sûr, je parle pas de centre de formation, je parle dans les écoles de foot, et se dire ça sera lui le bon joueur de 18 ou 19 ans, c'est tellement hypothétique, il y a tellement de marge d'erreur que le pari est risqué. Quand on regarde un garçon à 15 ans, on commence déjà de réduire un petit peu la marge d'erreur, et nous, CERFA, on se dit on amène sur les clubs des jeunes à 17 ou 18 ans. Et donc là, effectivement, le pari semble moins risqué. Par contre, l'entonnoir se referme forcément, mais le pari est moins risqué. Ils sont frileux, les clubs, quand vous êtes en contact avec eux, justement, sur cette part de risque qu'il y a à pouvoir recruter un jeune qui reste encore jeune? Alors, je pense qu'ils sont frileux, justement, à 14 ou 15 ans, parce que après, on parle effectivement d'un coût de formation, c'est-à-dire que pourquoi venir chercher un jeune Guyanais, Martiniquais ou Guadeloupéen à 15 ans quand j'en ai à l'appel sur Paris, Lyon, Marseille ou dans n'importe quelle métropole? Qu'est-ce qui fait que je vais déraciner un jeune de ses 7000 ou 8000 kilomètres, l'enlever de sa famille et l'amener chez moi, alors que visiblement j'ai quasiment le même à côté? Il va y avoir hébergement, il va y avoir prise en charge H24 pendant des mois et des années, et à la fin c'est un coût élevé de formation. Donc c'est là que je sens une vraie barrière et une vraie limite. Donc il faut que localement on puisse proposer à nos jeunes quelque chose qui soit un peu ce que j'appelle parfois le Canada Dry de la formation. C'est tout comme ce qui se fait ailleurs, mais c'est ici et en local. Voilà. Et par contre, à la fin, il faut avoir le bon produit. À la fin, il faut avoir le joueur avec les bonnes aptitudes, avec tout ce qui va lui permettre de s'exprimer très vite, parce que quand on le recrute à 17 ou 18 ans, ça peut aller très très vite. Oui. Pour continuer dans ce que vous avez commencé à dire, je me souviens d'un documentaire que j'ai vu il y a quelques années où on suivait en fait des jeunes joueurs dans l'Hexagone. Là, c'était qui avaient 15-16 ans à peu près. Ce qui m'avait marqué, c'est que évidemment le talent pur des joueurs, il était regardé de près, mais il y avait aussi tout un discours de la part des entraîneurs et des recruteurs pour dire qu'on cherche des garçons qui sont matures, qui savent à peu près où est-ce qu'ils veulent aller, qui sont suffisamment formés, qui sont travailleurs, qui savent se remettre en question. Il y a beaucoup d'autres critères finalement qui entrent en jeu à part le talent, encore une fois. Oui, bien sûr. Alors le talent d'ailleurs, il est tellement difficile à définir. Aujourd'hui, le prisme de la fédération, nous on l'exprime en quatre critères en gros. Et la base, c'est l'état d'esprit. Oui. Voilà. À qui on a affaire? Un jeune qui va être à l'écoute, un jeune qui va être travailleur, un jeune qui va être dans la projection. Qui pense au collectif aussi. Alors oui, qui pense au collectif, mais là je parle individuellement, qui va être dans la projection et qui va être surtout acteur de son projet. Ça sera pas le projet du papa ou de la maman, ça sera pas un projet rêvé ou idéaliste, ça sera vraiment son projet de jeune sportif
à qui on dit qu'il a des qualités et qui se prend en charge pour effectivement aller de l'avant. Donc ça, c'est tout ce qui va être autour de l'état d'esprit, la mentalité. Après, il y a ce que tout le monde voit, c'est la qualité technique du jeune. Et effectivement, il faut pas qu'il y ait de retard, et peut-être même un petit plus. Et c'est toujours ce qu'on essaye d'aller chercher et de regarder. Il y a la dimension collective, vous en parliez. C'est comment ce jeune s'exprime dans un collectif. Nous sommes un sport collectif et on doit s'exprimer à l'intérieur d'un collectif pour défendre, pour attaquer avec la ligne de dessus, la ligne d'en dessous. C'est comment ce jeune va s'exprimer collectivement. Et donc, qu'est-ce qu'il peut apporter à mon collectif? Un recruteur se dit qu'est-ce qu'il peut apporter à mon collectif? Et puis la dernière dimension, c'est la dimension athlétique. Voilà. Quels sont les atouts de ce jeune? Chez certains, ça sera la vitesse. Chez d'autres, ça sera la puissance. Chez d'autres, ça sera l'endurance, la capacité à répéter les efforts. Voilà. En tout cas, est-ce qu'il n'a pas de lacune athlétique et quel est son point fort sur le plan athlétique? Donc voilà, on croise un petit peu toutes ces données et on essaye de sortir le profil type qui n'existe évidemment jamais, et puis ensuite on fait un espèce de pari sur l'avenir pour travailler avec les jeunes que l'on retient pendant 2 ou 3 ans. Ouais, évidemment, il y a pas de recette magique. J'ai envie de vous demander et le plaisir dans tout ça. On parle de développement, on parle de perspectives professionnelles, de recrutement, d'entraînement. Ouais. Est-ce qu'il en reste encore finalement du plaisir pour tous ces jeunes? Alors, les gens qui étaient à la réunion de lundi ou mardi soir reconnaîtront mes propos. À chaque entraînement, je dis à mes garçons, montrez-moi vos dents. Montrez-moi vos dents. Voilà. Et ça veut dire, les garçons, on commence par sourire. On commence par se détendre, on commence par sourire. La séance commence quasiment tout le temps comme ça. Ouais. Et on se rappelle pourquoi on a les pieds sur le carré vert. On a les pieds sur le carré vert parce qu'on veut jouer. On vient jouer au ballon. On vient prendre du plaisir. Et à partir de là, on peut être un petit peu ouvert aux consignes, aux recommandations, etc. et au travail. Et on se dit, on vient à l'entraînement pour travailler. Mais d'abord, venez chercher du plaisir. Venez prendre du plaisir. Et c'est à travers ce plaisir qu'effectivement la progression va s'installer. On sait bien que le football, de manière générale, quand on a envie, en tout cas, de devenir professionnel, c'est un des milieux les plus compétitifs. La sélection, elle est rude et les places, elles sont limitées. Tout le monde, évidemment, n'arrive pas à se faire recruter dans un club pro. Est-ce que vous préparez aussi les jeunes que vous encadrez à l'échec, en fait, finalement? Alors, justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la statistique courante et qui court, c'est 1 pour 1000. Voilà, dans une génération d'âge, c'est 1 pour 1000 qui signera professionnel. Donc, quand on a déjà ces chiffres, on se dit waouh, 1 pour 1000, vaut mieux essayer de faire des études de médecine pour être médecin que d'essayer d'être footballeur. Parce que 1 pour 1000, la porte est toute petite, elle est étroite. Voilà. Par contre, on surfe sur l'idée du rêve. Les garçons rêvent, les garçons ont l'ambition d'aller vers l'avant. Et donc, c'est ça aussi leur moteur. Et il faut absolument l'entretenir. Mais en même temps qu'on entretient ça, on ouvre grand les yeux en disant il va falloir travailler, il va falloir passer step by step les étapes les unes après les autres. Et bien sûr, prévenir d'emblée la famille et le jeune que c'est quoi réussir. Si réussir, c'est rentrer en centre de formation, eh bien, ça va concerner très très peu de monde. Si réussir, c'est traverser sa période 16-18 ans de belle manière, bien vivre ses années lycée, sortir avec un bac en poche, demain être éducateur sportif, demain être kiné, demain être joueur amateur en métropole sur des niveaux N2, N3, demain, et j'ai eu le cas il y a 2 jours avec le jeune Marc Kanama qui était jeune Guyanais, revenir sur son territoire, continuer son parcours scolaire ou universitaire et s'installer dans la vie active en ayant entre 15 et 18 ans gagné en autonomie, gagné en responsabilité, gagné en maturité. C'est aussi une forme de réussite, voilà. Oui, c'est pas Mbappé ou rien, quoi, finalement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pas Mbappé ou rien. Et tous les gens que je côtoie dans le monde de la formation, on est fiers de plein de réussites sportives ou extra-sportives. Quand on recroise des jeunes gens à 28-30 ans et que le gars est kiné, il s'est installé, le mec il est journaliste, le mec il est éducateur sportif et il travaille dans un club ou dans une municipalité autour de l'activité sportive, c'est encore une forme de réussite. C'est stressant et je suppose que oui, évidemment, d'avoir 16, 17, 18 ans, de vouloir devenir joueur professionnel et d'être dans cette incertitude quand même de savoir si on y arrivera ou pas. Est-ce qu'il y a un travail de votre part sur tout l'aspect mental? On parle aujourd'hui dans le football, mais aussi dans tous les autres sports professionnels, de l'accompagnement psychologique qui est fondamental pour que les sportifs atteignent le haut niveau. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Oui, c'est fondamental. Donc justement, le cahier des charges ne l'impose pas, puisque je vous ai parlé médecin, kiné, podologue et ostéo. Et nous, depuis cette année, donc c'est la 5e promotion du CERFA, on a intégré dans notre dispositif un accompagnement mental par le biais d'une psychologue. Voilà, parce que les jeunes, alors il y a
des problématiques entre guillemets du jeune adolescent qui traverse sa période d'adolescence entre 15 et 18 ans, avec pour lui à gérer l'éloignement. Voilà, celui qui rentre à la maison tous les jours, c'est pas comme celui qui rentre à la maison toutes les 6-7 semaines. Je précise juste ici que l'avantage d'être sur le territoire, c'est que les jeunes rentrent toutes les 6 ou 7 semaines. Un jeune qui part en centre de formation guyanais, globalement, il va rentrer à Noël et il va rentrer au mois de juin. Donc la séparation familiale, elle est encore plus importante. Il y a cette forme de concurrence à gérer à l'intérieur d'un collectif, puisque je sais que pour performer, j'ai besoin de mes camarades, mais qu'en même temps, à la sortie, on sera en concurrence les uns les autres. Donc il y a ça qui est à gérer. Il y a la peur de l'échec, la peur de décevoir la structure familiale qui croit en moi, de me décevoir moi, de casser mon rêve. Et qui peut crisper le joueur finalement. Qui peut tendre et crisper le joueur. Il y a comment on aborde les échéances majeures, parce qu'on a des joueurs qui sont des joueurs d'entraînement, et lorsque les compétitions importantes arrivent ou lorsque le regard aiguisé des recruteurs viennent au bord du terrain, les jeunes disparaissent. Moi j'ai des exemples de jeunes, parce que nous on joue les week-ends, avant de jouer quand on a 17 ans contre des jeunes seniors, donc là je parle de gens qui ont entre 25 et 30 ans, les 5-6 premiers matchs, j'ai un bobo au genou, j'ai une douleur au dos, j'ai un peu mal dans le ventre, j'ai mal à la tête. Voilà, il faut déjà régler ça, rassurer le jeune homme, et de manière à ce qu'il puisse pleinement s'exprimer. S'il est complètement inhibé, il va pas pouvoir exprimer sa technique. Dernière question, Roland Seux. J'ai lu que quand vous étiez arrivé à la tête du CERFA, vous aviez l'objectif de développer l'autonomie des jeunes. Ça veut dire quoi? Ouais, enfin, je travaillais sur, je m'étais donné 3 critères. C'est surfer sur la fraîcheur des joueurs, la fraîcheur mentale. J'ai vu dans les centres de formation en métropole des jeunes garçons entre 16 et 17 ans déjà aller à l'entraînement un peu comme on va au boulot. Ouais. Et ça c'est terrible et c'est pas bon. Donc c'est la fraîcheur mentale. Et ici justement on a des jeunes frais parce que peut-être qu'effectivement à 16 ans ils n'ont pas encore le volume d'entraînement qu'ont pu absorber d'autres garçons. Alors ça fait qu'ils sont un tout petit peu en retard sur le plan technique, mais ça fait qu'en même temps ils ont encore tout l'appétit qui va leur permettre de passer un cap. Et puis l'autonomie, pourquoi? C'est qu'à un moment donné, quand le coup de sifflet démarre, c'est pas le coach qui joue, c'est les joueurs. Et donc il faut qu'ils s'approprient le dispositif, il faut qu'ils s'approprient le plan de jeu, et que collectivement et individuellement, ils se prennent en charge. Et enfin, le dernier point de l'autonomie, c'est parce que quand on va les lâcher dans le centre de formation, la tutelle, elle sera plus la même. Ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut être vraiment autonome, de manière à pouvoir montrer aux gens qui m'ont recruté combien je peux être très rapidement efficace à l'intérieur du collectif qui est autour de moi. Roland Seux, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, directeur du CERFA, Centre Élite des régions françaises d'Amérique, de passage en Guyane depuis lundi. Vous repartez aujourd'hui, vous reviendrez? Oui, forcément. Dans peu de temps, évidemment. Forcément.